Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. 7 septembre 2015 est la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour la réouverture des classes. La rentrée scolaire va se faire cette année sur fond de crise électorale. De plus, cette année académique survient dans un contexte économique morose. Cette situation a de sérieuses répercussions sur le chiffre d'affaires des bouquinistes. Les quelques parents interrogés déclarent n'être pas encore prêts pour le 7 septembre. Suivons quelques-uns au micro de Télégalaxie. Nous sommes capables de remarquer et officiellement date l'école là fixée pour le 7 septembre. Mais si nous faisons une analyse globale de la réalité sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan politique, et là nous sommes capables très inquiet et 7 septembre l'APCA devenu en réalité. Nous inquiets pour quelle raison? Parce que l'année dernière, revendication enseignants dans le niveau secteur public là pour que jamais satisfait par rapport à la grève qui était faite sur les gens qui gagnent lettre nomination pour que jamais arriver payer rive bas au chèque, arrêt de salaire, par rapport à nombre de professeurs qui sont dans la salle de classe, et ça qui a une qualification, qui a une compétence, qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui ne jamais joindre lettre, ça c'est des problèmes. Par rapport à la réduction que le ministre Lançot fait là, et sous base, oui, là bon pour professeurs, parce que c'est 60 élèves ministère est fixé pour gagner dans la salle de classe. La bon pour professeurs, mais pour parents, est-ce que le ministre a créé un ensemble d'établissements publics pour recevoir les élèves? Là, nous remarquons comment la misère est réellement élevée en dedans du pays d'Haïti. Nous vivons dans extrême de pauvreté et de jour en jour, le pouvoir d'achat a diminué. Le dollar américain qui monte pas permettre que pour les faire face avec besoin. Par rapport à chômage là, qui vraiment largement l'argent dans le pays d'Haïti. Et par rapport à secteur privé, de l'éducation, côté parents, jusqu'à présent, yo gen canet en dedans direction l'école privée ça yo. Et tout temps élément ça yo nous bail là. C'est déjà preuve que nous gagnons qui déjà ban nous une inquiétude pour nous dire l'école ça est-ce que là pour ouvrir le 7. Bon, c'est toujours comme ça. Ministre de l'Éducation toujours prend décision ou bien gouvernement. L'école a pour ouvrir début mois de septembre. Mais en réalité, nous tous nous connaissons généralement ouverture de l'école là. Parfois, c'est octobre. Gain de l'école même, c'est fin octobre. Tout est fait prêt pour la tenue de la Carifesta en Haïti. Selon l'ambassadeur d'Haïti à la CARICOM, Peterson Noël, cette 12e édition sera l'occasion pour Haïti de faire la promotion de ses œuvres artistiques dans plusieurs disciplines telles la danse, la gastronomie, la mode, le cinéma, la littérature, la musique, le théâtre, l'artisanat, la peinture. Ce festival artistique et culturel se déroulera dans les plus grandes villes du pays, notamment Port-au-Prince, Les Cayes, le Cap-Haïtien et Gonaïves. Plus de 450 officiels de gouvernement de la région seront en Haïti du 21 au 30 août 2015 dans le cadre des festivités de la Carifesta qui dureront une quinzaine de jours. Peterson Noël est l'ambassadeur d'Haïti à la CARICOM. Matin, c'était l'occasion pour nous parler avec les médias et pour nous être capable plus ou moins présenter possible retombées économiques que Carifesta bien pour le pays.
Et déjà, jusqu'à hier soir, nous avons une confirmation de 400 participants qui sont venus et qui vont venir célébrer avec nous du 21 au 30 août en Haïti. Et nous avons 22 pays qui ont venu participer avec nous dans Carifesta. Pour retomber, il y a un ensemble d'emplois temporaires qui viennent pour créer, qu'il s'agit de guides, qu'il s'agit de monde qui ont la sécurité, qu'il s'agit de monde qui prennent la logistique. Et c'est une opportunité tout pour Haïti utiliser Carifesta comme l'autre vitrine pour nous montrer l'autre Haïti, l'autre visage d'Haïti. Bon, préparatif va avancer et si on fait un coup de pied dans le champ de masse là, on pourrait qu'il y ait une pile construction qui a fait et qui pourrait sacrer les grandes markets. Nous-mêmes qui haïtiens, nous sacrer chaque année dans le temps de qu'on organise le grand foire et artisanal, c'est presque le même modèle là. Et a bien espace pour des exposants pour exposer et produits et culturels et a bien des espaces tout qui nous allons créer pour des jazz performés, etc. Cérémonie d'ouverture là, et comme je mentionné ça avant, il y a fait au champ de masse, il y a bien en parade, mais je quitte l'information ça pour demain, côté que le ministre culture là et président du comité pour venir en détail avec toute dernière information sur Carifesta et qui lancement fait vendredi prochain. Carifesta c'est festival de la Caraïbe, mais comme Caraïbe là tout les ouvriers sur le monde, et nous toujours quitté porte là ouvrir pour l'autre pays participer. Et c'est dans ce sens ça après que les Antilles ou les Antilles françaises et de la Caraïbe, pardon, les Antilles françaises viennent participer avec nous. Mais il y a des pays de l'Amérique du Nord, qu'il s'agit de Canada, États-Unis ou Mexique, qui a rejoint nous tout. Au total, c'est 22 pays qui viennent participer. Mais une autre dernière information, le pays qui va venir, c'est eux-mêmes qui a payé toutes dépenses qu'il a fait. Ça veut dire que ce n'est pas l'État haïtien qui prend le payer l'hôtel pour eux, ce n'est pas l'État haïtien qui prend le payer billet d'avion pour eux, c'est eux-mêmes qui prennent en charge de tout ça qu'ils ont pour faire. Nous-mêmes, c'est seulement faciliter l'accueil, faciliter le transport et rendre l'espace là disponible et convivial pour eux-mêmes, ils sont capables de célébrer avec nous du 21 au 30 août prochain. Est-ce que je dis que c'est une opportunité pour nous-mêmes pour nous dire que Haïti a changé? Parce que pendant que tout le monde peut élection, Haïtien peut, les filles étrangères aussi à venir. Ça veut dire que je pense que c'est aujourd'hui une opportunité pour nous commencer à changer le comportement. Je vais répéter encore. Pendant que les Haïtiens peuvent, ils ne peuvent pas venir, les étrangers aussi à venir. Ça veut dire que plus ou moins les étrangers ont plus en confiance, plus remis Haïti, ou plus en confiance dans Haïti que pour Haïtiens par nous qui dans la diaspora. Quoi nous dit déjà, et le gouvernement a un budget de 300 millions de gouttes. Mais le secteur privé a en partie, mais que nous connaissons conjoncture là, les antigènes très réticents, mais il y a là-dedans qui mettent dans le paquet et ils financent, qu'il s'agit de financement cash directement, subvention que le gouvernement, ou du moins des échanges de services que vous faites avec nous. Pour sa part, la secrétaire d'État au tourisme, Jessie Menos, a insisté sur la nécessité que les Haïtiens puissent saisir cette nouvelle occasion qui se présente pour Haïti de vendre le meilleur d'elle-même, de faire refléter une bonne image du pays que celle habituellement projetée à l'extérieur. Elle dit compter sur la compréhension des Haïtiens pour que les résultats du premier tour des législatives attendus pour le 19 août ne viennent perturber le bon déroulement de cette 12e édition de la Carifesta qui se tiendra pour la première fois en Haïti. Le ministère touristique, c'est informer et guider les gens qui viennent. Parce que l'on parle dans un pays où on ne pas connaître, parce que bien sûr, il y a Google Capedo, mais pratiquement, l'arrivée dans un pays, on doit regarder parce que on a des guides que nous mettons à disposition tout le monde qui est dans le Grand Market. Parce que le Grand Market, je ne sais pas si nous avons toutes les informations. Le Grand Market est situé au Champ de Mars. Et au Champ de Mars, actuellement là, si vous passez dans le ministère touristique, vous avez des gens que nous avons formés. Et il y a fini formation là au plus tard mercredi. Côté que nous avons formé pour capable de information. Par exemple, les gens qui débarquent, qui viennent comme touristes ou bien même dans délégation qui veulent faire activité, qui veulent aller visiter soit la Bibliothèque nationale, soit Mepana et autre chose, il faut qu'ils soient capables de gagner information. S'ils veulent déplacer tout pour aller au CAI, s'ils veulent aller Jacques Mel ou bien en dehors de Carifesta même, ils doivent demander information. Et c'est pour ça que nous avons des gens, des guides en permanence et dans l'hôtel et dans le Grand Market capables de information. Et si c'est pour ça que nous presque pareil, à 90%, nous prêts. Et nous prétendons, puisque pas de jour encore créé, c'est l'heure qu'on a que nous compté. Jeudi, là même, nous avons des gens dans la délégation, certains advanced team, j'aimerais les qui ont déjà venu dès aujourd'hui, pour ne pas dire dans quelques minutes, à 11h.
Et à partir du 19, vraiment, les délégations vont commencer à arriver. Donc là, et en termes de ministère du tourisme, oui, nous parrains, nous prêts, et nous avons fait formation avec mon pour capable bailler toute information possible imaginable pour touristes qui venir et pour mon dans délégation et tout. Parce que ça, c'est une opportunité que Haïti gagne pour sur la scène internationale. C'est pas pour le projeter en image de déchoucage, de tremblement de terre, de toute bagaille négative que nous habituellement nous projeter à l'étranger. Pour ça, on a montré culture, on a montré ça nous plus belle là nous. Et c'est sur ça m'a compté sur tout support, tout haïtien, tout frère Maxime, yo me connaît, nous capable faire parce que Haïti réputé pour un pays hospitalier. Donc pour ça, c'est chanson, c'est opportunité que moi t'a aimé pour tout haïtien bail journée jodi. Pour nous capable faire un rêve, allons dire parce que quand même il y a résultat élection, nous connaît, mais quand même s'il vous plaît, ça n'a demandé aide, n'a demandé population, s'il vous plaît, pour capable accueillir bien toute délégation, tout étranger qui vient de façon parce que c'est 450 personnes qui ont venu et 450 personnes, c'est 450 ambassadeurs qui pour aller demain matin parce que si journée jeudi on vient, ils joindre bon accueil, bon manger, ils t'ont amusé, c'est 450 personnes qui peuvent parler, qui peuvent dire des choses positives sur Haïti. Donc c'est chance, c'est opportunité et nous connaissons tout effort que le ministre santé fait tout. Après 4 ans, nous pas qu'à détruire parce que en seulement 2 jours. Dans le cadre des observations réalisées lors des élections du 9 août dernier, la Fédération des travailleurs en éducation et en culture, FENATEC, déplore le non-respect des droits des personnes à mobilité réduite. Aucune disposition n'a été prise en ce sens dans les différents centres de vote. La Fédération condamne également les actes de violence enregistrés durant la journée de vote en vue de remédier à la situation pour le second tour et la tenue des joutes présidentielles. La FENATEC formule un ensemble de recommandations au CEP afin de permettre le bon déroulement du reste du processus dans un climat moins violent et avec moins d'irrégularités. D'après un rapport, secrétariat Fédération nationale des travailleurs en éducation et en culture, FENATEC, recevoir dans mes différents observateurs. Il était déployé dans le département Sayo, l'ouest, sud-est, nord-ouest, nord-est, centre, l'Artibonite et puis nord. Nous voyons comment votre 9 d'août 2015 là a déroulé. FENATEC a constaté 1. Conseil électoral là publié trop tard liste membre bureau vote là avec liste électeur yo. 2. FENATEC a observé en pile parti politique avec divers candidats par arriver joindre mandat yo à temps. Et gagné là-dedans qui pas arrivé joindre du tout. FENATEC a observé côté qui logé 100 ans bureau vote trop petit. Les FENATEC a considéré ban ak paquet candidats avec un parti politique qui joue une autorisation à laisser passer pour participer à l'élection. Ça veut dire qu'il est impossible pour tout mandataire qui gagne de représenter comme ça doit parti au soit candidat dans le bureau et centre de vote. La population n'est pas vraiment informée et mobilisée, sensibilisée jour élection. Donc, un conseil électoral là, pas de fait mobilisation et sensibilisation. Il y a un candidat, il y a un électeur qui pas même connaît combien de sénateurs pour voter dans un pile département, combien de députés pour voter. Force côté qui gagne dans la distribution mandat, un pile parti politique qui joue un mandat, il y a quelqu'un qui pas joindre. Il y a ça qui joue un mandat depuis 2 jours, 3 jours avant l'élection. Il y a ça même jour élection, il a traîné devant KIPA pour voir si il est capable de joindre mandat pour mandataire, il n'est pas capable de joindre. Changement brut sous coup KIPA fait dans la liste de parti politique te choisi pour former bureau vote. Donc KIPA fait changement sans même pas informer parti politique. Il y a un pile électeur qui marchait dans 3 à 4 centres de vote, il n'est pas jamais capable de joindre non. Donc il était obligé de faire colère, il entrer la caillou. Taux de participation électorale très très faible dans l'élection qui était déroulée 9 août 2015 là. Moun handicapé n'a pas de assistance dans main
conseil électoral provisoire, je ne vote là. Donc, quand tu as un pile moun handicapé qui t'a remis à voter à cause de possibilité de ne pas joindre dans le conseil électoral là, ils étaient obligés par capable à voter. Le collectif des candidats victimes des législatives de Mole-Saint-Nicolas, regroupé au sein d'un collectif de 6 partis politiques, lance une mise en garde contre le Conseil électoral provisoire sur sa volonté de publier des résultats pour les législatives qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître sous aucun prétexte, vu le désordre organisé par l'ancien député Eloun de Reus le jour du scrutin. Une telle décision pourrait conduire la commune de Mole-Saint-Nicolas vers une grave crise politique. Rico Louissin, candidat à la députation pour la circonscription de Mole-Saint-Nicolas sous la bannière de Réparène, est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Tout le monde connaît le peuple de Soubéto. Il a mobilisé pour voir comment il a chassé par quel malfaiteur qui est dans tête pays qui a humilié le sang précieux de nos ancêtres. Étant donné que nous, tout le monde sortait sur le béton, c'est des amis de la démocratie. Équipe Martelly la montre là, qui aujourd'hui à Martelly Kablume, sous dictée MINUSTA et communauté internationale, t'es invité dans l'élection. Nous t'es quitté béton en dépit de pile résultat de commencer pour nous dans une élection libre, honnête, démocratique, inclusive. Les nous arrivés sont mascarades, sont crimes électoraux. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Cyril, vous êtes à Bangkok, près de ce carrefour de Ratchaprasong. Quelles sont les informations dont vous disposez pour l'instant ? Écoutez, le quartier, on peut s'en douter, est bouclé. Il règne beaucoup de confusion ici à l'heure où je vous parle. La bombe a explosé, au moins une des bombes, puisqu'on parle maintenant de 3 bombes, dont 2 auraient été désamorcées par les agents des autorités thaïlandaises. Mais effectivement, beaucoup de confusion sur même le bilan. Vous l'avez dit, une dizaine de morts, de plus de 80 blessés. Apparemment, c'est un endroit extrêmement fréquenté, évidemment, par les Thaïlandais. On est dans plein cœur commercial de Bangkok, à une sorte de poumon économique qui est fréquenté par des milliers de gens à chaque instant. On était à 19h, évidemment, il y a les gens qui sortent de leur bureau, il y a énormément de banques qui sont installées dans cet endroit. Mais on fait état également de touristes qui auraient été blessés, notamment dans un hôpital. L'hôpital de la police qui se trouve à quelques dizaines de mètres de là où a eu l'explosion. On demanderait des interprètes chinois. Il y a beaucoup de tourisme chinois en Thaïlande, donc ce qui pourrait laisser entendre qu'il y a des blessés parmi les touristes chinois. Il y aurait un blessé, un touriste occidental. C'est tout ça, mais évidemment, est à confirmer. Beaucoup de volatilité, de confusion. On entend des sirènes de police un peu partout. Le quartier est entièrement bouclé et les autorités ont d'ores et déjà annoncé dans la confusion que dès demain matin, eh bien, toutes les administrations, les écoles seront fermées par mesure de précaution. Les experts en produits bactériologiques et chimiques arpentent la zone des explosions. La présence sur le site de 700 tonnes de cyanure de sodium a été confirmée. Une pollution de ce produit a été détectée dans un rayon d'1 kilomètre. Mais pour rassurer, les autorités ont élargi ce week-end la zone d'isolement à 3 km. On ramasse aussi tous les débris pour analyser ensuite leurs composants. Mais pour tous ceux qui vivent à proximité du lieu du drame, c'est l'inquiétude. D'autant plus que des fumées potentiellement toxiques s'échappent encore des débris. De nombreux appartements d'habitation ont été soufflés par les explosions. Et ce matin encore, des militaires cherchent d'éventuelles victimes dans les décombres. Venez, sortez de là, venez nous parler. Ce matin à Tianjin, ils sont plusieurs dizaines de sinistrés à exprimer leur colère. Ils réclament aux autorités des dédommagements. Nos maisons sont désormais contaminées. On ne peut pas retourner vivre chez nous. J'ai une fille de 9 ans et je ne veux pas qu'elle vive dans ce genre d'endroit. On ne sait pas combien de temps le poison restera. Pour notre survie, nous ne retournerons pas chez nous. Nous voulons que le gouvernement nous rachète un logement. Les manifestants n'ont pas été reçus. Ils se sentent abandonnés.
Depuis le début, les autorités chinoises communiquent à minima, mais ce matin, le maire de la ville a reconnu sa responsabilité. Comme tout le monde, je ressens une peine immense. Et en tant que maire en charge de la sécurité, je me sens profondément responsable et coupable. Qui a donné le feu vert à la construction d'entrepôts de produits toxiques à proximité d'un quartier résidentiel? Une enquête a été ouverte pour savoir s'il y a eu des abus de pouvoir ou des fautes pour négligence. Les équipes de secours sont en route. Des débris ont été retrouvés dans une région montagneuse isolée d'Indonésie. Mais pour le moment, aucune confirmation officielle qu'il s'agit bien là de l'appareil de la compagnie Trigana Air. On n'a encore rien découvert, on a seulement un signal d'emplacement. La durée des recherches dépendra de la météo, mais la chose importante est que nous avons l'emplacement approximatif et nous allons donc recentrer notre recherche dans cette zone. Parti de Jayapura, l'appareil devait relier la ville d'Oxibil. À son bord, 54 personnes, dont 5 enfants. Le pilote avait demandé la permission d'effectuer une descente, mais 10 minutes avant d'arriver à destination, l'appareil disparaît des écrans radars. La compagnie indonésienne Trigana Air effectue des vols intérieurs. Elle figure sur une liste noire l'interdisant de vol dans l'Union européenne. D'après les autorités indonésiennes, les mauvaises conditions météorologiques pourraient être à l'origine de ce crash. Oui, absolument. Désormais, si des journalistes publient des informations qui contredisent la version des autorités concernant une attaque terroriste, ils écoperont d'une amende pouvant aller jusqu'à 58 000 €. Alors la loi a été en partie amendée parce qu'au début, elle prévoyait une peine d'emprisonnement même, ce qui a provoqué un tollé. Et les autorités ont donc en partie fait marche arrière. Mais ça reste quand même une arme dissuasive contre les journalistes qui craignent de se retrouver au tribunal s'ils disent quelque chose qui sort de la ligne officielle. Alors cette loi vient compléter un arsenal antiterroriste déjà très répressive. Elle a été annoncée à la suite de l'attentat qui a coûté la vie fin juin au procureur général et aussi après une série d'attaques dans le Sinaï par les djihadistes affiliés à l'État islamique. Et les autorités à ce moment-là avaient vivement critiqué les médias occidentaux notamment qui avaient donné des bilans plus lourds que ceux donnés par l'armée. Et puis d'autres dispositions dans cette loi mais qui sont effectivement moins nouvelles comme la mise en place de tribunaux spéciaux et une plus grande immunité pour les policiers et les militaires dans l'exercice de leurs fonctions, mais dans les faits, donc tout ça existe déjà. Elle prévoit aussi la peine de mort pour tout dirigeant d'un groupe terroriste et de la prison ferme pour toute personne reconnue coupable de promouvoir le terrorisme. Le problème, c'est que la notion de terrorisme ici est très vague. Selon cette loi, il s'agit de tout acte qui trouble l'ordre public par la force ou la menace de la force. Avec cette législation, c'est bien sûr les islamistes qui sont en première ligne, mais les organisations de défense des droits de l'homme craignent qu'elle soit aussi un instrument supplémentaire pour réprimer toute voix dissidente et celle des journalistes notamment. Décembre 2013, le président Salva Kiir déclare un couvre-feu à Juba. Il affirme avoir déjoué un coup d'État fomenté par son ancien allié, Riek Machar. Une attaque par un groupe de soldats alliés à l'ancien vice-président Riek Machar. Malgré cette mise en échec du coup d'État, les violences ont continué, elles se sont même amplifiées. Des dizaines de groupes armés opèrent dans le pays, des groupes divisés qui sèment la terreur. Une série de meurtres commis en représailles dans toutes les régions fait basculer le Soudan dans la guerre civile. Les massacres ethniques et les viols se multiplient. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent les deux parties de commettre des crimes de guerre. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées, plus de 2 millions d'autres fuient leur maison selon les Nations Unies. Au moins 7 cessez-le-feu ont été décrétés puis rompus en quelques jours. La dernière série de pourparlers a repris le 6 août. Cette fois, les médiateurs internationaux ont fait pression et les États-Unis menaçaient le pays de sanctions si aucun accord n'était trouvé d'ici lundi. Mais dimanche, Salva Kiir s'est montré sceptique. Une paix qui ne sera pas soutenue ne peut pas être signée. Si elle est signée aujourd'hui et que demain nous retournons à la guerre, alors qu'aurons-nous accompli ? Pour Salva Kiir, trouver un accord de paix est impossible tant que les forces rebelles sont divisées. En jeu, le partage du pouvoir, de la sécurité et des réformes sociales. Tourmenté par la violence ethnique depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud reste l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.